je vais parler de l'allergie médicamenteuse, mais on s'entend bien chez l'enfant, naturellement. Effectivement, comme en matière d'asthme, comme en matière de dermatite atopique, de rhinite allergique ou d'allergie alimentaire, c'est vrai que la situation, elle est préoccupante puisque toutes les allergies sont en constante augmentation. Et je lisais dernièrement un éditorial où c'était écrit, comme pour toutes les autres allergies, allergie médicamenteuse, une véritable épidémie, point d'interrogation. Donc, effectivement, il y en a beaucoup, des allergies alimentaires, elles sont fréquentes. Plutôt des effets indésirables, les effets indésirables des médicaments, ils sont fréquents chez l'adulte, un peu moins fréquents chez l'enfant, probablement parce que on a encore moins eu le temps d'être exposé, même si les enfants reçoivent souvent des traitements. Et quand même, ils ont plus de réactions, d'effets indésirables aux médicaments auxquels, vous le savez très bien, ils sont le plus exposés, souvent d'ailleurs à tort, c'est-à-dire les antibiotiques. Alors, regardez par exemple, dans cette étude systématique, cette revue systématique qui a 102 sur 102 études, et ça dépendait des études, et c'est très très variable selon les critères qu'on a pris pour parler d'allergie médicamenteuse, et ça allait de 0,4 à 10,3%. Bien évidemment, l'incidence était plus importante chez les enfants hospitalisés puisqu'ils reçoivent plus de médicaments. Et quels sont les médicaments qui sont le plus accusés? Donc, dans cette revue de la littérature, parmi les enfants hospitalisés, c'était d'abord les antibiotiques et les anticonvulsivants, et parmi les externes, c'était surtout les antibiotiques et les AINS. Bien sûr, il y a d'autres allergènes, comme par exemple les vaccins, les anesthésiques généraux, etc. Mais comme on y est moins exposé, il y a moins d'allergies, en tous les cas pour les anesthésiques généraux. Mais en fait, on ne doit pas parler d'allergie, comme je suis en train de le faire tout le temps. Ça, c'est la déformation de l'allergologue, parce que les effets indésirables des médicaments, c'est tout effet désirable d'un médicament, ça s'appelle une hypersensibilité médicamenteuse. Et parmi ces effets indésirables des médicaments, il n'y a que 10% d'entre eux qui relèvent d'un mécanisme immunologique et donc qui sont des allergies médicamenteuses. La plupart des effets indésirables des médicaments, c'est des hypersensibilités non allergiques. Et parmi les allergies médicamenteuses, il y a les allergies IgE-dépendantes qui sont relativement faciles à caractériser d'une part et à diagnostiquer d'autre part, et les allergies retardées, non IgE-dépendantes, qui sont toujours, comme tous les autres types d'allergies non IgE-dépendantes, plus difficiles à caractériser, à retrouver. Alors, vous voyez bien que, en fait, si on regarde cette autre revue de la littérature qui est relativement récente, 25% de la population des adultes signale un effet indésirable par les médicaments, le quart donc de la population. Et les parents, au moins chez 10%, ils signalent également que leur enfant a ce qu'ils appellent, entre parenthèses, une réaction allergique et qui est en réalité un effet indésirable du médicament. Et les réactions cutanées, c'est les plus fréquentes. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce sont vraiment des allergies médicamenteuses? Ou est-ce que c'est juste d'autres types d'effets indésirables pour lesquels la réponse et la stratégie diagnostique ne sera pas la même? En fait, ces allergies médicamenteuses, elles sont souvent surestimées parce que très très souvent chez l'enfant, il y a l'infection virale qui interfère, il y a, par exemple pour les urticaires, pour ne pas aller plus loin, la plupart des urticaires ne sont pas dus à une allergie médicamenteuse, mais sont des urticaires dans le cadre d'une virose, ou tout au plus, le fait d'associer un antibiotique qui n'avait pas lieu d'être, puisque c'est une allergie virale, ça donne ce qu'on appelle les pseudo-maladies sériques. Donc, vous voyez que dans cette revue de la littérature faite par Rubio et collaborateurs, on voit que chez les malades, chez qui on a suspecté qui ont une hypersensibilité médicamenteuse, et quand on les a référés à l'allergologue, seuls 15% d'entre eux
avaient des tests positifs, soit des tests cutanés, soit des tests de provocation médicamenteuse. Quand le test cutané est positif, bien sûr, les gens ne vont pas plus loin. Parmi eux, chez l'enfant, c'est encore bien moins important, c'est juste 10,6%. Et encore, dans d'autres méta-analyses comme celle-ci qui est récente, qui remonte à 2016, celle de Arandian, eh bien lui, il ne trouvait chez les enfants référés que 3% d'allergie médicamenteuse et chez les enfants, c'était moins de 2%. Donc vous voyez que parmi les hypersensibilités médicamenteuses, l'allergie, ça ne représente pas le gros chapitre. Dans une petite étude qui quand même concernait 39 enfants, en ce qui concerne les allergies aux bêta-lactamines, chez 39 enfants qui nous ont été adressés pour allergie, il y en avait 6 simplement qui étaient confirmés. 4 parce qu'elles avaient des tests cutanés positifs et 2 autres qui n'avaient pas des tests positifs, qui avaient des tests négatifs et on avait continué par le test de provocation médicamenteuse, étaient positifs. Chez tous ces enfants, on a fait l'exploration allergologique totale. On a fait les tests cutanés, les prics, les IDR et quand le malade était négatif, on a fait une provocation, un test de provocation médicamenteuse. Vous voyez qu'on n'a pas été très rentable. Seuls 15% des allergies ont été confirmées. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème de la stratégie diagnostique. Pour ne pas, parce que les tests cutanés, vous allez le voir plus loin, c'est les tests médicamenteux, quels qu'ils soient, c'est très chronophage et c'est très lourd et c'est désagréable pour le patient et ça demande beaucoup de personnel, donc pour essayer de diminuer un peu le nombre de ces malades. L'anamnèse, comme toujours en allergologie, toujours. Les tests cutanés, souvent quand c'est possible, et vous allez voir pourquoi, le test de provocation médicamenteuse, lui, il est à discuter, on ne peut pas le faire chez tous les malades. Alors, il faut savoir que la manifestation cutanée, alors ça peut être une urticaire, une angioœdème qui est assez facile à caractériser, mais souvent c'est les parents qui vont nous la décrire. Et l'érythème maculopapuleux, par exemple, beaucoup, 50% au moins des érythèmes maculopapuleux ne sont pas allergiques. Donc l'érythème polymorphe, lui, peut être infectieux. Le syndrome de Stevens-Johnson et sa corollaire qui est le Lyell, le Dress syndrome, sont, Dieu merci, plus rares et on les a moins souvent. Et il y a beaucoup d'autres types de réactions qui sont dues aux médicaments. Le deuxième point sur lequel il faut se focaliser, c'est le moment entre la prise du médicament et l'apparition de la réaction médicamenteuse. On parle d'allergie immédiate quand c'est moins d'1 heure. On peut parler d'allergie, en tous les cas moins de 6 heures. Mais moins d'1 heure, c'est bien plus visible. Et quand elle est plus de 24 heures, c'est une réaction qui est retardée. Eh bien, sans surprise, c'est quand dans les réactions immédiates que l'imputabilité est la plus facile. Et bien sûr, c'est dans les réactions les plus graves aussi que l'imputabilité est la plus facile, et en particulier dans l'anaphylaxie. Par contre, quand il y a des réactions mal définies, avec une chronologie bizarre, c'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Ça veut dire que dans l'anamnèse, on doit se focaliser sur la nature de la réaction, sa chronologie par rapport à la prise du médicament, le type. Chaque fois que c'est possible, maintenant, grâce aux appareils de téléphone, on a souvent des photos, ça nous fait plaisir. Et puis, le médicament lui-même, pour voir s'il était déjà pris antérieurement ou non, s'il a été toléré déjà ou s'il a été repris depuis, etc. Donc, il faudra voir tout ça. Théoriquement, ça devrait être facile, mais en fait, ce n'est pas si facile que ça, parce que souvent, on se retrouve en consultation face à des courriers très succincts. Ce malade a pris de l'amoxicilline, je vous l'adresse, il a fait une réaction, je vous l'adresse pour allergie médicamenteuse. Les parents, quand vous les interrogez, ils ne savent pas très bien répondre. Et le carnet de santé, hein, c'est indispensable. Tout pédiatre sait que c'est indispensable. Et je dis, j'en profite puisqu'il y a des confrères d'adultes, quand vous avez un enfant, s'il vous plaît, demandez le carnet de santé et remplissez-le parce que pour nous, c'est vraiment un document inestimable.
Ce qui se passe, donc je vous ai dit, le courrier il est très succinct. La famille, elle a souvent oublié, parce que souvent l'enfant il vous est venu très très loin, parfois voire en année, ce qui a d'autres inconvénients, on le verra plus loin, et le carnet de santé n'est pas rempli. Regardez par exemple cet enfant de 3 ans qui a fait une éruption alors qu'il était déjà traité pour rhinopharyngite par l'amoxicilline depuis 5 jours. Il a fait une éruption, donc que la mère, est-ce qu'il évoluait par poussée ou non, elle ne savait pas très bien. Fébrile, en tous les cas, il était fébrile. Elle disait qu'il avait des arthralgies à 3 ans. On se demande comment elle a bien pu voir ça. Toujours est-il que ça a été remplacé par des macrolides de l'Istagan. Et après, comme l'éruption ne cessait pas, ils lui ont donné du Soluprède, comme vous pouvez le voir. Mais on a eu de la chance, c'est que cet enfant, on lui a dit, est-ce que tu as pris il a pris de l'amoxicilline depuis? Elle nous a dit non. Est-ce qu'il a pris un autre médicament? Elle nous a dit oui, il y a 15 jours, il avait une rhinopharyngite, il a pris de l'Amoclan. Vous voyez qu'il ne faut poser pas une seule question, il faut des fois en poser plusieurs. Je voulais juste rappeler que l'urticaire, ça c'est un exanthème maculopapuleux, c'est des macules. L'urticaire, c'est des lésions qui sont papuleuses, elles sont œdémateuses, elles sont très prurigineuses et elles sont fugaces et mobiles. Donc il ne faut pas oublier, c'est un peu différent comme type d'éruption. Donc l'évidence, c'est que pour faire une sensibilisation, ça c'est, vous êtes tous des allergologues avertis, pour faire une sensibilisation, il faut avoir déjà été exposé aux médicaments, sinon on ne peut pas faire une sensibilisation. Donc la première des choses, c'est est-ce qu'il a déjà pris le médicament? Mais il faut bien poser la question quand vous avez pu le voir. Alors, et ensuite, après, il faut voir s'il a pris un médicament de la même famille, voir, comme ça s'est passé pour nous, le médicament lui-même. Donc, il faut poser la question sous plusieurs formes. Et la règle, c'est que ce qui est toléré ne doit pas être testé. Cet enfant, on ne l'a pas testé, bien sûr, ça va de soi. Donc, il faut... ça, c'est le premier volet. C'est une enquête allergologique. Comme toute enquête allergologique qui se respecte, elle fait appel à l'anamnèse et à l'examen clinique, au test cutané et après au test de provocation. Les tests cutanés, le problème, c'est qu'ils sont très lourds dans ce cadre. Ce n'est pas juste un prick test. Et vous savez, il faut respecter aussi les concentrations. Alors, il y a une publication sur Allergie de 2013 qui explique bien quel type de concentration pour quel type de médicament. Mais le problème, en ce qui concerne les tests cutanés à lecture immédiate d'abord, c'est que ce n'est pas... la valeur, elle n'est pas bonne pour tous les produits. Elle est très bonne en tous les cas pour les bêta-lactamines, par exemple, et les vaccins. Pour le latex aussi, et les antiseptiques que nous n'avons pas eu à tester en ce qui nous concerne. Par contre, elle est très mauvaise pour les macrolides. En ce qui concerne les tests à lecture retardée, il y a le test... alors, quand on fait un test cutané en matière d'allergie médicamenteuse, ça veut dire prick test, puis IDR au millième, au centième, au dixième, en sachant que pour certains médicaments, on ne peut pas faire le 10e parce qu'il y a des réactions ensuite qui sont aux produits et n'ont pas une réaction allergique. Mais ces IDR, on va aussi les lire de façon semi-retardée, avant que le malade ne sorte dans l'hôpital dans les 6 heures, et de façon retardée. Et puis aussi les patch tests, dont nous n'avons pas vraiment l'habitude, à vrai dire. En ce qui concerne l'allergie médicamenteuse, je parle. Donc, en fait, surtout les patch tests, ils sont certes très spécifiques, mais ils sont très peu sensibles. Et en tous les cas, il faut respecter les concentrations. Et vous avez les concentrations dans la revue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et comme tous les patch tests, comme dans l'allergie alimentaire, ils ont une meilleure rentabilité dans l'eczéma, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est des tests biologiques? On va se dire cela, c'est plus court. On fait un prélèvement de sang, on va le donner à l'immunologiste et M. Djidji qui va se débrouiller. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, d'abord, il y en a un que nous aimerions avoir. C'est la tryptase. Mais parce que la tryptase, ça serait très très bien, mais dans l'immédiat, pour celui qui a eu le choc anaphylactique. Dernièrement, on a eu coup sur coup 2 patients, des accidents d'anesthésie qui malheureusement sont décédés. On ne connaît pas du tout l'imputabilité, il n'y a pas du tout de tryptase en Algérie. Alors, qu'est-ce qu'il en est des IgE spécifiques?
Ils peuvent être intéressants pour certains antibiotiques comme les bêta-lactamines ou aussi pour le latex, mais pas pour tout. Hein. Vraiment, pas pour les curares aussi, ils sont intéressants. Ils ont une très bonne spécificité, mais ils ont une mauvaise sensibilité. On a fait une petite série à Benimessous et il n'y avait pas une très très bonne rentabilité, contrairement à d'autres tests dont on va parler. Donc, ce n'est pas en première intention pour beaucoup de gens. Par contre, en ce qui concerne les tests d'activation cellulaire, alors le test d'activation des basophiles qui est pratiqué à Benimessous, il a été d'un apport, mais je pense que on aurait dû quand même référer. Il faudra certainement plus serrer les malades à référer pour être plus rentable dans ce domaine. Alors, toujours est-il que même dans la littérature, vous voyez, on ne les fait pas tout le temps. Hein. Regardez, donc, dans cette publication, ce qu'on propose, c'est que quand on pense qu'il s'agit plutôt d'une allergie médiée, IgE médiée, on va commencer par les prics et les IDR. Ce n'est que quand ce n'est pas possible ou c'est dangereux parce que c'est une réaction très sévère qu'on va faire les tests d'activation. Ça coûte cher, hein, le test d'activation des basophiles, ou qu'on peut céder des IgE spécifiques. Et il en est de même pour les réactions retardées, parce qu'il y a des réactions retardées qui sont très sévères, hein, comme le DRESS ou le Lyell, etc. Donc là aussi, quand on fait quelque chose, parce que ce n'est pas toujours évident même de faire quelque chose. Là, on va donc faire, on commence toujours par les IDR, les patchs chaque fois que c'est possible, et que ce n'est que dans les réactions très sévères et les patients à très haut risque qu'on va aller faire un test de transformation lymphocytaire. Donc, partout, on réfléchit à 2 fois avant de faire ces tests très coûteux. Et enfin, la mère du diagnostic, quand c'est possible en allergologie, c'est de provoquer les symptômes. Donc, les buts qui on va évaluer, c'est quand on veut infirmer ou confirmer une allergie médicamenteuse si les tests cutanés ont été négatifs. Des fois, c'est en première intention quand ils ne sont pas réalisables, et on verra aussi sous certaines conditions. Ou bien, quand on a une allergie avérée, des fois, on a besoin de trouver une alternative thérapeutique et on va faire un test à un autre produit qui pourrait avoir une réaction croisée, qui n'en a pas toujours. On va voir ça un petit peu plus loin. Mais il y a des contre-indications et principalement les réactions anaphylactiques sévères et les toxidermies potentiellement sévères, ainsi que tout ce qui est contre-indiqué, comme les bêta-bloquants, etc., ou l'asthme non contrôlé, bien sûr, ça va de soi. Et il faut, quand évaluer maintenant, il faut le faire ni trop tôt ni trop tard. Parce que trop tôt, eh bien, on risque des faux positifs. Vous voyez, il y a une fenêtre d'opportunité où la sensibilité et la spécificité est optimale. C'est à peu près vers 6 semaines et jusqu'à 3 mois à peu près. Trop tard aussi parce que les tests peuvent être évanescents. Et après 2 ans, vous voyez, petit à petit, ça va disparaître. Donc, l'idéal, c'est 4 à 6 semaines jusqu'à 1 à 2 ans après la réaction allergique. Donc, il faut, bien sûr que, vous avez vu, tout ça, c'est très lourd. Donc, il faut que ça soit, que l'hypersensibilité, le médicament, il ait un intérêt incontestable. Il faut que les parents aient accepté. Il faut avoir des moyens de réanimation. Et quand le jour où vous faites le test, il faut que l'examen clinique soit normal, avec tout ce qu'on demande, de l'adrénaline, un abord veineux, un chariot d'urgence. Donc, selon un protocole établi. Alors, voie orale ou parentérale, de préférence la voie qui a donné la réaction allergique, mais vous allez voir que parfois, on essaie toujours de privilégier quand même la voie orale. Alors, une question qui pourrait se poser quand même, c'est est-ce que je dois traiter par céphalosporine des gens qui ont une réaction à la pénicilline? Cette question se pose. En fait, l'allergie croisée entre pénicilline et céphalosporine, elle était très importante dans les premiers temps parce que d'abord, les céphalosporines, dans leur fabrication, c'était souvent un peu contaminé par les pénicillines. Et donc, actuellement, on s'accorde à dire que cette allergie croisée, elle existe. Elle est bien plus fréquente que chez un sujet non allergique à la pénicilline, mais qu'elle n'est pas aussi fréquente que ça. Et comme elle peut toucher le noyau bêta-lactam, mais elle touche en général les chaînes latérales, elle est beaucoup plus importante entre les pénicillines et les C1G, en particulier celles qui ont la même chaîne latérale.
Elle est faible avec les céphalosporines troisième génération et vraiment très faible avec les céphalosporines de troisième génération. Et il y a des tableaux un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il en est pour les chaînes latérales. Regardez cette petite fille qui avait des antécédents d'angine répétée, qui a donc dû recevoir déjà de l'amoxicilline. Une fois, qu'elle en a un de ces épisodes, elle a fait un prurite palmoplantaire et une urticaire généralisée. Elle a consulté aux urgences. Ils ont donné juste des antihistaminiques. Je pense qu'ils ont dû donner des corticoïdes aussi, même si ce n'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Et elle a été adressée, bon, le temps qu'elle arrive en consultation et tout ça. Au bout de 3 mois, elle avait une IDR qui était positive au 10e en lecture immédiate, mais les tests étaient négatifs pour les C1G et les C3G. Et elle a eu un test de réintroduction Péros négatif à la céphalexine. Et elle a donc eu une alternative thérapeutique. Vous voyez, donc ça peut être intéressant de faire des tests de provocation pour chercher une alternative thérapeutique. Et je vais terminer par un petit tableau sur des recommandations de l'EACI en 2016. Donc quand la réaction est immédiate, il propose de faire des tests cutanés, éventuellement de céder de tests biologiques sous condition. Et quand tout ça est négatif, on va confirmer l'hypersensibilité. Si c'est confirmé, on va éviter la drogue. Quand on a une réaction retardée, par contre, et que la réaction est bénigne, c'est comme dans l'exanthème maculopapuleux, on est en droit de ne pas passer par le lourd protocole que sont les tests cutanés et à faire un test de provocation médicamenteuse directement, parce que très très peu d'entre eux sont réellement des allergies médicamenteuses. Par contre, quand la réaction est modérée, même si elle est que modérée ou sévère, on va faire des tests cutanés. S'ils sont positifs, on s'en contente, et sinon, on va faire donc on va essayer de confirmer l'hypersensibilité. Et c'est pour ça que confirmer l'hypersensibilité dans les réactions retardées, ça passe parfois par donner l'antibiotique pendant plusieurs jours ensuite à domicile. Donc il faut garder le numéro des parents et il faut avoir vraiment une interaction et il faut être très très vigilant toujours.